Ah bonjour, vous êtes là? Je vous avais pas entendu. Vous écoutez Radio F1, il est 17h30 et c'est l'heure de la chronique de la Loupe. Bonjour Monsieur Loupe. Bonjour. Et aujourd'hui, vous allez nous en dire un peu plus sur le Grand Prix de Miami qui s'est déroulé ce week-end en Floride. Mais avant cela, comme toujours, c'est l'heure des brèves. Jingle. Casques et livrets spéciaux aux airs rétrofuturistes, Vin Diesel versus Elon Musk, cérémonie à profusion dont tout le monde se fout. Miami a encore frappé dans le malaise, et s'il n'y avait qu'une seule citation à retenir de ce week-end, ce serait sans doute celle du speaker officiel, LL Cool J. En présentant Yuki Tsunoda, le rappeur américain nous a en effet gratifié d'un hommage d'une finesse incomparable. He might be a smaller stature, but he's a mighty racer, que l'on peut traduire en français par Kirikou n'est pas grand, mais il est vaillant. Après le lèche-frites, le lèche-vitrine et le lèche-botte, un nouveau concept tendance émerge dans le milieu du sport automobile. Il s'agit du lèche-stroll. Théorisé puis mis en application par Fernando Alonso en ce début d'année, il consiste à tout individu ressemblant de près ou de loin à un milliardaire canadien par une technologie de pointe qu'on appelle le zèle. Prochaine innovation dans les tuyaux, créer une biplace à partir de la voiture numéro 14 pour laisser au petit Lance une chance de monter sur le podium. Et enfin, Valtteri Bottas. Alors avec le recul, Monsieur Loupe, vous êtes-vous régalé devant ce Grand Prix de Miami ? Eh bien, en tant que vieil européen féru de Formule 1, je me sens toujours en décalage par rapport à un rendez-vous qui, d'après moi, confond un sport dans lequel on espère voir du spectacle avec un spectacle dans lequel on trouve accessoirement un sport. Cela étant dit, et passé tous les artifices floridiens qui n'ont cessé de polluer le week-end, il m'a semblé que cette édition 2023 fut bien plus intéressante à suivre que sa devancière. Alors certes, on le doit beaucoup à la sortie de piste de Charles Leclerc en fin de Q3, laquelle figea un top 10 de la grille assez bouleversant en soi. Mais le lendemain, sur une piste lavée par une averse et surtout resurfacée, la course m'a semblé assez intéressante à suivre. Les brillants intrus à l'avant de la grille, tels que Pierre Gasly et surtout Kevin Magnussen, ont pu s'illustrer via de superbes pilotages défensifs tout au long de la course. D'autres intrus piégés dans le peloton, tels que George Russell, Charles Leclerc, Max Verstappen et surtout Lewis Hamilton, nous ont gratifié de belles manœuvres de dépassement, quoique un peu trop aidées par le DRS. Et surtout, les stratégies pneumatiques des uns comme des autres ont pu aller jusqu'au bout de leur logique, sans safety car ou VSC pour les interrompre ou les annuler. Par conséquent, sans être le parangon sportif de l'année, il fut intéressant de se demander quelle stratégie était la meilleure entre le medium hard de Perez, Alonso, Sainz, Leclerc, Gasly ou encore Russell et le hard medium de Verstappen, Hamilton, Ocon ou encore Stroll. Et du coup, quelle était la meilleure stratégie d'après vous ? Eh bien, contrairement à ce que j'ai pu lire ça et là, la question selon moi n'est pas vite répondue, comme dirait l'autre. Car en réalité, il y avait match en fonction des pilotes et des montures. L'affamé Fernando Alonso sur Aston Martin a par exemple rapidement verrouillé son 103e podium après avoir magnifiquement prolongé son premier relais en médium, quand George Russell sur Mercedes a facilement pris la P4 après s'être débarrassé de ses gommes jaunes plus tôt. Mais d'un autre côté, Lewis Hamilton et surtout Max Verstappen ont donné vie à leur course en optant pour une stratégie totalement inverse, qui d'ailleurs ne faisait même pas partie des préconisations transmises par Pirelli juste avant le Grand Prix. Sauf que si Lewis s'est vu remonter de la P13 à la P6 après un premier relais de 37 tours, Max a quant à lui démoli la concurrence depuis la P9 et après un premier stint de 45 boucles. Mais puisque vous me posez la question, voilà ma réponse. Oui, la stratégie de Verstappen et d'Hamilton était plus rapide que celle de Perez. Mais elle était plus rapide car Lewis et Max ont été les seuls à la faire fonctionner magnifiquement. Le pilote a ainsi, d'après moi, joué un rôle crucial dans le résultat de ce Grand Prix, et c'est pourquoi je n'ai pas boudé mon plaisir, même si les conclusions s'avèrent déprimantes. Vous voulez parler de la lutte pour le championnat, je suppose ? Oui, entre autres choses, car après les points sur les i et les barres sur les t, ce sont surtout les pendules que Max Verstappen a remises à l'heure durant l'ensemble de ce week-end floridien. Le double champion du monde néerlandais a en effet fait montre d'une supériorité écrasante en premier lieu sur son coéquipier, et ce, tout le week-end. Le pire est que l'erreur concédée au cours de sa première tentative en Q3 le samedi, et à l'issue d'un premier secteur dans lequel il s'avérait imbattable, n'a objectivement rien remis en cause, tant Max semblait au-dessus du lot lors des essais du vendredi.
Le champion du monde en titre a donc opéré une redite du Grand Prix de Belgique l'an passé, depuis la P9 cette fois-ci, en réalisant ce premier relais exceptionnel, puis en détrônant son coéquipier Sergio Pérez, auteur d'une manœuvre de défense virile mais philosophe au tour 48. Résultat des courses, sans pour autant s'envoler au championnat, Max démontre comme prévu que l'avantage observé par Checo à Bakou semble trop restreint aux virages à basse vitesse et à 90 degrés, tandis que les virages à haute et moyenne vitesse, beaucoup plus représentatifs de l'ensemble d'une saison, restent la propriété du champion du monde en titre. C'était à prévoir, mais ça n'en reste pas moins déprimant. En parlant de déprime, Monsieur Loup, derrière, il semble que quasiment l'ensemble du plateau, à l'exception d'Aston Martin, broie du noir en ce début de saison. Est-ce que je me trompe ? Difficile de vous donner tort à ce sujet. À l'arrière, Alfa Romeo déçoit en course, Williams ne parvient pas à percer son plafond de verre, McLaren sombre et Alpha Tauri ne peut compter que sur un très bon Tsunoda. Plus à l'avant, Mercedes compte les jours avant de tester sa W14 revisitée à Imola, même si l'équipe maximise son package actuel en revenant sur la P2 d'Aston Martin au constructeur. Mais c'est plutôt dans le chef de la Scuderia Ferrari qu'il faut d'après moi s'inquiéter. D'une part, car la voiture semble être totalement incomprise par ses ingénieurs et ses pilotes. Pourquoi la SF23 est-elle si bonne le samedi et si quelconque le dimanche? Pourquoi réalise-t-elle un premier relais en médium convaincant aux mains de Sainz, mais un second relais en dur aussi pauvre? Et pourquoi rebondit-elle de façon erratique en virage rapide, comme Leclerc l'a rapporté après la course? Autant de questions qui ne trouvent aucun élément de réponse et qui trahissent, au contraire de Mercedes, un manque de visibilité et de perspective s'agissant du développement de cette monoplace. Pire encore, la paire de pilotes est devenue l'antithèse de ce qui se fait du côté de Brackley. Et si cette fois-ci on ne peut reprocher à Carlos Sainz qu'une pénalité de 5 secondes pour excès de vitesse dans les stands, Charles Leclerc quant à lui inquiète. Inconstant depuis le début de la saison, le monégasque multiplie les crashs liés à la frustration et au surpilotage. Des bévues qui à court terme feront de la paire de chez Ferrari le duo le plus faible dans le cadre de la lutte pour la P2 constructeur face à Aston et Mercedes. Des bévues qui, si elles ne trouvent pas leur terme après 6 saisons passées en Formule 1, ne feront jamais du prodige monégasque un champion du monde. Alors oui, la déprime domine un peu partout au sein du paddock, excepté dans le chef d'Aston, vous l'avez dit, mais également d'Alpine, qui enfin a pu se réjouir d'un week-end de référence avec ses 2 pilotes dans les points, et pas si loin que cela en conditions de course des monoplaces vertes, rouges et noires que l'équipe française convoite. Alors raccrochons-nous à cette perle d'optimisme par chauvinisme, car croyez-moi, être fan de Formule 1 ces temps-ci, ce n'est franchement pas évident. Merci Monsieur Loup. On se retrouve donc dans 15 jours. Vous écoutez Radio F1, il n'est plus 17h30. Et attendez, c'est pas ma chaîne YouTube ça.